Nous reprenons les travaux. Donc, nous accueillons maintenant la Société québécoise de la déficience intellectuelle et leurs deux représentantes, Maître Annick Larose, directrice générale, et Maître Stéphanie Cloutier, conseillère juridique. Il y aura, vous disposez de 10 minutes pour faire votre exposé. Il y aura par la suite un échange de 35 minutes avec les membres de la commission. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole. Merci. Je voulais juste préciser que je ne suis pas avocate. Donc, je ne suis qu'une Désolée. madame. Très bien. Désolée, c'est moi qui avais mal lu le document. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, nous tenons à vous remercier, donc, vous, membres de la commission, pour cette opportunité de vous adresser la parole et de vous faire part un peu de nos réflexions. La Société québécoise de la déficience intellectuelle a été créée il y a 70 ans et représente plus de 90 associations et des milliers de familles à travers la province. Donc, je suis Annick Larose, directrice générale, et je suis accompagnée donc de Maître Stéphanie Cloutier, qui est conseillère juridique. Nous sommes également toutes les deux mères d'enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle. Tout d'abord, permettez-moi de vous définir très brièvement ce que c'est que la déficience intellectuelle. Elle se manifeste par une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle et complexe et d'apprendre et d'appliquer de nouvelles compétences. Il s'ensuit une aptitude diminuée à faire face à certaines situations de manière indépendante. Elle se manifeste avant l'âge de 18 ans et dure toute la vie. Elle ne doit pas être confondue toutefois avec le déficit cognitif que l'on associe plutôt à des maladies dégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Bien que les causes de la déficience intellectuelle soient variées, un très grand nombre de conditions génétiques que l'on peut juger graves et incurables conformément aux critères énoncés à l'article 26 engendrent une déficience intellectuelle. La trisomie 21, le syndrome du X fragile, le syndrome Prader-Willi en sont quelques exemples. Avec le retrait du critère de fin de vie comme condition préalable à l'admissibilité à l'aide médicale à mourir, cela signifie que les personnes ayant une déficience intellectuelle découlant d'une condition génétique, mais n'entraînant généralement pas de souffrance physique, pourraient se voir reconnaître le droit à l'aide médicale à mourir si elles affirment éprouver des souffrances psychologiques intolérables. D'ailleurs, depuis la légalisation du suicide assisté aux Pays-Bas, un nombre important de personnes vivant avec une déficience intellectuelle y ont eu accès en invoquant des souffrances psychologiques. Contrairement à ce que certains pourraient croire, le risque de suicide est plus élevé chez les personnes ayant une déficience intellectuelle que dans la population en général. Les personnes ayant une déficience intellectuelle sont soumises à des formes d'inégalité au sein de la société, telles que la pauvreté, l'isolement social, la précarité de logement, la discrimination, la stigmatisation, ainsi que la violence et les mauvais traitements. Leur vulnérabilité est juridiquement reconnue, tant dans la Charte des droits et libertés de la personne que dans la Charte canadienne des droits et libertés. Ceci dit, aucun autre groupe ne serait soutenu dans son désir de mettre fin à ses jours s'il prétendait endurer des souffrances psychologiques insoutenables en raison, par exemple, de sa race, de son orientation sexuelle, de sa religion ou de son identité de genre. Nous savons que des intervenants ont fait valoir devant cette commission que la restriction du recours à l'aide médicale à mourir pour certaines catégories de personnes, alors qu'elle est permise pour d'autres, brimerait leur droit à l'autodétermination et pourrait être considérée comme étant discriminatoire. Nous soutenons pour notre part, sans renier ce principe, que le législateur a malgré tout le devoir de protéger l'ensemble des personnes ayant une déficience intellectuelle, y compris celles qui pourraient être jugées aptes à consentir à l'aide médicale à mourir. Nous allons nous efforcer au cours des prochaines minutes de vous exposer les enjeux uniques qui touchent cette population et qui justifient, selon nous, qu'elles aient à satisfaire davantage de critères d'admissibilité et d'exigences procédurales que les autres. Le premier enjeu que nous souhaitons porter à votre attention est la difficulté à déterminer si la personne ayant une déficience intellectuelle est réellement apte à présenter une demande d'aide médicale à mourir. La Société québécoise de la déficience intellectuelle a toujours défendu et continue de défendre fermement le droit à l'autodétermination pour l'ensemble des personnes ayant une déficience intellectuelle afin qu'elles puissent gouverner leur vie sans influence indue et à la juste mesure de leurs capacités. Toutefois, dans le contexte particulier de l'aide médicale à mourir, il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre le droit à l'autodétermination et la protection des personnes vulnérables contre les abus et les erreurs.
L'aide médicale à mourir n'est pas un soin de pratique courante et ne peut être considéré comme tel. Statuer sur l'inaptitude à consentir est une décision médicale qui enclenche un processus complexe dont la marge d'erreur demeure grande, puisqu'il n'existe pas d'instrument de mesure standardisé et que les médecins sont en général peu formés à de telles évaluations. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'une personne ayant une déficience intellectuelle pourrait être jugée apte à formuler une demande d'aide médicale à mourir, alors qu'elle n'en comprend pas totalement l'impact. Informer adéquatement les personnes ayant une déficience intellectuelle au sujet d'une décision médicale demande davantage de temps et nécessite une bonne compréhension de la déficience intellectuelle. Les adaptations du langage seront sans aucun doute nécessaires. Évidemment, ce ne sont pas toutes les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle qui ne peuvent consentir seules à des soins. Toutefois, la déficience intellectuelle a souvent une incidence sur la capacité de se projeter dans l'avenir, un élément essentiel pour bien comprendre la portée d'une demande d'aide médicale à mourir. Pour cette raison, nous recommandons d'exiger que l'évaluation de la capacité à consentir d'une personne vivant avec une déficience intellectuelle dans le cadre d'une demande d'aide médicale à mourir soit validée par un tribunal compétent. Nous recommandons également de proscrire dans tous les cas le recours à la prise de décision substitutive pour les personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont jugées inaptes à consentir par elles-mêmes. Également, l'application du critère de la souffrance psychologique pour les personnes ayant une déficience intellectuelle pose des défis importants. Dans plusieurs rapports de cas de personnes vivant avec une déficience intellectuelle qui ont eu recours à l'aide médicale à mourir aux Pays-Bas, la souffrance psychologique intolérable qui était invoquée englobait donc de l'incapacité à suivre le rythme de la société, du sentiment d'en être exclu, de l'incapacité d'entretenir des relations personnelles, de la tristesse, de la détresse de ne pas être la personne que l'on voudrait être, de la difficulté à faire face au changement. Puisque la déficience intellectuelle ne peut être guérie ou atténuée, puisque le patient ne peut s'accepter et qu'aucune solution n'est envisageable, des médecins aux Pays-Bas en sont venus à la conclusion que l'aide médicale à mourir était une option appropriée. Pour cette raison, nous recommandons d'exiger que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ne puissent formuler une demande d'aide médicale à mourir que si elles sont en fin de vie. Par ailleurs, l'intensité des souffrances psychologiques invoquées par la personne ayant une déficience intellectuelle pourrait être injustement qualifiée d'insupportable par certains professionnels de la santé qui ont une vision péjorative du handicap. Hélas, encore aujourd'hui, la vie des personnes handicapées continue d'être considérée comme ayant moins de valeur que celle des autres. Les médecins ne sont pas immunisés contre les jugements de valeur et les préjugés, ce qui peut avoir un réel impact pour leur jugement clinique lors de l'évaluation de l'intensité des souffrances. Pour limiter les risques de biais, nous recommandons d'exiger qu'un médecin ayant une expertise pertinente en déficience intellectuelle participe à l'évaluation de la demande. Un autre enjeu, et celui-là, il est également de taille, est que les personnes ayant une déficience intellectuelle se heurtent régulièrement à des obstacles pour avoir accès à des mesures d'aide et de soutien adéquates et suffisantes, tels que des services d'aide à domicile, des services en réadaptation, des mesures de soutien de revenus, d'aide à l'emploi, le développement de milieux souhaitables, des milieux de vie. Nous avons un réel malaise que dans ce contexte si difficile, et la pandémie a été une vraie illustration, qu'on leur ouvre grand le robinet à la légalisation de l'aide médicale à mourir. Il s'agit, selon nous, d'un message très troublant. Je sais qu'il y a d'autres groupes qui vous en ont parlé également, mais on est exactement sur la même ligne qu'eux. Cette difficulté d'accès à des services pour inciter une personne ayant une déficience intellectuelle à demander l'aide médicale à mourir pour mettre fin à ses souffrances psychologiques, alors que ce qu'elle souhaite et mérite réellement, ce sont des services qui répondraient davantage à ses besoins et qui pourraient réduire ses souffrances. Pour cette raison, l'accès à des soins et des services adéquats doit être une condition préalable à l'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Les professionnels de la santé doivent avoir à déclarer de manière détaillée tous les services qui ont été offerts aux patients pour soulager ces souffrances, ainsi que les mesures prises pour les rendre disponibles. Nous recommandons également que toute demande fasse l'objet d'une déclaration obligatoire et détaillée, énonçant l'ensemble des facteurs et des conditions de vie du patient
qui peuvent avoir causé ou aggravé ces souffrances. Le système de surveillance et de déclaration doit nous permettre de mieux comprendre et même de monitorer les raisons pour lesquelles les patients choisissent une aide médicale à mourir. Le dernier élément que nous souhaitons porter à votre attention est le fait que les personnes présentant une déficience intellectuelle sont davantage susceptibles que la population générale de céder à des pressions externes. Elles sont plus facilement influençables et cherchent généralement à plaire. Elles pourraient aisément prendre la décision de formuler une demande d'aide médicale à mourir uniquement dans le but de soulager leurs proches, par exemple si elles se perçoivent comme étant un fardeau, ou pour se plier à la volonté d'un professionnel de la santé qui exerce des pressions en ce sens. Pour cette raison, nous recommandons d'exiger que les discussions sur l'aide médicale à mourir soient uniquement amorcées par le patient et jamais par le professionnel de la santé. Nous recommandons également de prendre le temps de s'entretenir avec la famille immédiate lors de l'évaluation d'une demande d'aide médicale à mourir. Pour conclure, nous voulions vous rappeler que la Cour suprême du Canada a soutenu dans l'arrêt Carter qu'un régime de réglementation comportant des garanties adéquatement conçues et appliquées était nécessaire afin de protéger les personnes vulnérables contre les abus et les erreurs dans le cadre de l'aide médicale à mourir. Afin de remplir ces obligations morales et constitutionnelles, nous demandons aux membres de la Commission d'imposer des critères d'admissibilité et des exigences procédurales additionnelles à l'ensemble des personnes ayant une déficience intellectuelle. Nous vous remercions de votre écoute. Merci beaucoup. Donc, nous débuterons nos échanges avec la députée de Joliette. Oui, bonjour à vous deux. Merci beaucoup. Heureuse de vous entendre. Donc, 3 éléments pour moi. D'abord, la question du consentement substitué. 2, la détermination aptitude-inaptitude. Et 3, les mesures spécifiques que vous demandez pour les personnes inaptes qui ont une déficience, là, et non pas inaptes, bien sûr, dont la question d'être en fin de vie. Donc, 1, pour le consentement substitué. Je comprends donc que vous l'excluez en toutes circonstances, c'est bien ça? C'est bien ça. Parfait. C'est très clair. 2, sur la question de l'évaluation de l'aptitude et de l'inaptitude, et ensuite de la question de si une personne est jugée apte, évidemment en dépit de sa déficience, qui est le cas pour beaucoup de personnes, et on espère que l'évaluation se fait au cas par cas et dans chacune des situations. Et celle du consentement éclairé. Les difficultés que vous soulignez sont bien réelles. D'autres groupes nous en ont parlé aussi, l'espèce de propension à vouloir plaire ou à être conforme aux attentes du milieu. Mais je voulais juste voir avec vous, dans l'état actuel des choses, donc dans la loi actuelle telle qu'elle est, la possibilité pour une personne qui a une déficience intellectuelle d'avoir l'aide médicale à mourir, évidemment, elle est déjà là. C'est comme pas ça qui est au cœur de notre mandat. C'est déjà possible, mais évidemment, lors de cette étape-là, on avait dit à quel point on devait être encore plus soucieux de l'accompagnement pour déterminer adéquatement l'aptitude et le consentement éclairé. Si vous nous amenez ça à nouveau aujourd'hui, est-ce parce que dans la pratique sur le terrain, vous avez eu vent de personnes qui ont une déficience qui auraient été mal accompagnées ou qui auraient demandé l'aide médicale à mourir, mais sans nécessairement bien répondre aux critères ou bien comprendre ce qu'il en était? Et ma sous-question, c'est: est-ce qu'on ne doit pas avoir le même regard pour toute forme de consentement aux soins, dans le sens où une personne qui a une déficience intellectuelle puis qui va décider ou vouloir peut-être arrêter ses traitements de dialyse, par exemple, ou refuser, si elle a un cancer, d'autres traitements de chimiothérapie, est-ce qu'on n'est pas toujours dans le même cadre où il y a une complexité d'évaluer tout ça, ou est-ce que pour vous, c'est différent pour l'aide médicale à mourir? Mm-hmm. Stéphanie, tu me permets, Annick, oui, de réagir. Oui, la distinction importante par rapport aux paramètres actuels de la loi et ce qui est envisagé là, dans le cadre de cet examen-ci, vous le savez, c'est que en fait, le retrait du critère de fin de vie fait en sorte, donc, ouvre tout grand la porte à l'évaluation plus d'une souffrance psychologique. Donc, c'est ce qu'on a voulu démontrer, c'est de dire, donc, oui, actuellement, il peut y avoir une personne ayant une déficience intellectuelle jugée apte à présenter une demande d'aide médicale à mourir qui y aurait accès, mais parce qu'elle est en fin de vie,
Et donc, c'est une condition médicale autre que sa déficience intellectuelle qui est responsable de cette demande-là d'aide médicale à mourir. Sous les nouveaux paramètres où il n'y aurait pas la fin de vie qui est envisagée, à ce moment-là, le cœur du problème, c'est que la déficience intellectuelle, qui est le handicap, peut être la cause de la souffrance psychologique. Donc, le parallèle qu'on peut faire, il est le même, en fait, que pour ce qui est présentement envisagé pour les troubles de santé mentale, OK. parce que en fait, même, je dirais, il est encore plus complexe au niveau de la déficience intellectuelle parce que ce n'est pas quelque chose pour lequel on peut offrir un médicament, une cure, c'est incurable, donc c'est un état d'être. Et si on est face à un individu qui a une déficience intellectuelle qui dit « moi, j'éprouve des souffrances psychologiques parce que je ne m'accepte pas comme je suis, la société me rejette », et, je veux dire, les traitements sont limités, c'est son état d'être qui est en cause et non pas comme s'il était en fin de vie. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu restreindre, faire la distinction. Je comprends. Oui, excusez-moi. J'ai relativement peu de temps, c'est pour ça que je manque un peu d'égard. Allez-y, Madame la députée, prenez le temps qu'il faut. Merci. Je veux vraiment qu'on aille au cœur de ça. En fait, moi, je ne pense pas que la déficience intellectuelle se qualifierait en soi parce que ce n'est pas une maladie mentale. Donc, je comprends tout à fait votre préoccupation, mais moi, je veux vous rassurer, la déficience intellectuelle en elle-même n'est pas une maladie grave et incurable, comme vous le dites très bien, puis vous connaissez ça pas mal mieux que moi, c'est un état. Donc, ça ne... Pas si elle découle d'une... C'est ce qu'on disait au début de notre présentation. Si elle découle d'une condition génétique, ce qui est souvent le cas d'une déficience intellectuelle, nous, on craint à ce moment-là qu'elle soit interprétée. Si on fait le parallèle, par exemple, avec la trisomie 21, qui est interprétée actuellement dans le cadre du programme de dépistage prénatal, c'est considéré comme étant une condition grave et incurable. Donc, si la déficience intellectuelle découle, par exemple, d'une trisomie 21, on pourrait venir dire que cette personne-là est atteinte d'une condition génétique grave et incurable, et ensuite la déficience intellectuelle étant le symptôme. Il est là pour nous la pente glissante où on se demande effectivement, est-ce qu'on va l'interpréter de cette façon-là? Je le comprends tout à fait. Puis je peux vous dire qu'en tout cas, jusqu'à ce jour, dans nos échanges, jamais ce type de situation-là ne devrait être comprise parce que ce sont davantage des états que des maladies graves et incurables, mais je note très, très bien votre préoccupation par rapport à ça qui est tout à fait légitime. Mais ceci m'amène à mon autre question. Donc, une personne qui a une déficience intellectuelle, mais qui est jugée apte à prendre une décision X pour ses soins de santé, parce qu'elle a une autre maladie. Je veux dire, vous pouvez avoir évidemment une déficience intellectuelle et un cancer. Bon, là, vous seriez en fin de vie, donc selon vos critères, ce ne serait pas problématique. Mais par exemple, une maladie dégénérative, sclérose latérale amyotrophique, autre maladie qui fait que vous n'êtes pas en fin de vie, mais vous avez des souffrances qui peuvent être autant physiques ou psychiques, mais prenons-les physiques là, pour être plus simple dans ce cas-ci. Ce que vous nous dites, c'est que vous voudriez qu'on fasse deux catégories. Puis là, je veux bien comprendre, pour que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ne puissent pas avoir accès à l'aide médicale à mourir pour une autre maladie, si elles remplissent par ailleurs tous les critères et qu'elles sont aptes à consentir. Est-ce que j'ai bien compris? Bien, moi, je trouve que c'est pas aussi tranché que ça. OK. C'est pas aussi tranché que ça parce que nous, on a vraiment voulu lever le drapeau par rapport à toute la question justement de souffrance psychologique, et ainsi de suite. Et puis tout l'aspect, c'est sûr qu'une personne qui a une déficience intellectuelle et qui a une autre maladie, comme vous dites, le XYZ, et qui est apte à consentir, on va rester, on a toujours été en faveur de l'autodétermination, puis Stéphanie l'a mentionné, au niveau de la société, ça c'est clair. Sauf que nous, on veut comme un peu débusquer ce qui se cache un peu en dessous de ça. Puis c'est pas personne autour de l'écran là, veut nécessairement que ça soit ça, mais la crainte qu'on a, c'est que justement, on puisse soit associer ça au niveau de la déficience intellectuelle ou au niveau plus de la souffrance psychologique qui vient associer à ça, le manque de service qui est assez criant, qui va découler finalement
une demande d'aide médicale à mourir. Et c'est là-dessus que, en tout cas, s'il y a un message qu'on souhaite vous faire passer, c'est vraiment par rapport à ça. Donc, c'est sûr que la ligne est très difficile à tracer, puis on en est extrêmement conscient entre l'autodétermination, dont on fait la promotion. Comme parents, on en fait beaucoup la promotion. On a entendu le mouvement Personne d'abord, ainsi de suite. Et en même temps, ce facteur-là de protection pour dire, attention, une minute, il faudrait s'assurer, il y a des balises peut-être supplémentaires à mettre, des garde-fous supplémentaires que la loi avait déjà mises, mais qu'on a peur au niveau des interprétations, comme ce que Stéphanie vous disait, Mme Yvon, qui pourrait être, puis on a eu des craintes, hein, on a eu le protocole de triage, Mme McCarron, vous vous rappelez, on a eu plein de choses qui font en sorte que les drapeaux sont levés. Oui. Et on est inquiète par rapport à ça. OK. Merci. Madame la Présidente, il ne me reste plus de temps, j'imagine. Hein? Ben, non, mais on va aller aux autres collègues. Okay. Puis s'il reste du temps, à la fin, on reviendra, Madame la députée. Au repêchage, peut-être, j'aurai une chance. Merci beaucoup. Donc, je céderai la parole à la députée de Soulanges. Bonjour, mesdames. Je vais rebondir un peu sur ce que ma collègue vient de parler. En fait, je vais poser la question, si on réussit à créer une équipe multi autour de la décision de la personne, d'avoir des experts de neuropsy, un conseiller en éthique, un travailleur social, un proche aidant, si on réussit à créer des rencontres avant pour vraiment bien encadrer la personne qui ferait une demande, qui aurait une déficience intellectuelle, est-ce que vous changeriez de position ou bien, selon vous, c'est un non catégorique? Moi, je vous dirais que j'aimerais qu'on mette beaucoup d'énergie pour, en amont, mettre des services autour des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Donc, c'est sûr que je comprends que c'est qu'on est rendu à une situation X et on essaye de trouver une solution par rapport à la situation X. Mais moi, je veux vous amener à réfléchir, à y aller de manière plus large. On a beaucoup perdu au niveau des services du soutien aux personnes. Je sais que ça ne vous plaît pas là, que je vous dise ça, là, mais on a beaucoup perdu dans le soutien des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle et il faut regagner ça. Et également, on est en baisse de service, mais également, il faut être conscient qu'il y a des préjugés qui continuent à entourer les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et puis, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Hein. Il y a un travail de sensibilisation, soit du milieu médical, et ainsi de suite. C'est sûr que plus la personne va être entourée, plus il va y avoir une équipe multi autour, plus vous allez aller chercher des éléments, pas juste médicaux, mais des éléments socio-économiques, ainsi de suite. Oui, je trouve ça intéressant. Je pense qu'il faut essayer de trouver vous êtes là aussi pour essayer de trouver des choses concrètes. Sauf qu'il ne faut pas oublier que on ne règle pas juste une situation de cas, là. On y va de manière plus large. Comme société, il faut se soucier de manière plus large du soutien de la personne, des personnes handicapées, pour pas que on les amène à une détresse qui fait en sorte qu'ils demandent l'aide médicale à mourir. Ultimement, là, c'est ça la crainte. Merci. Merci. Je céderai la parole à la députée de Saint-François. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Cloutier, Madame Larose. On voit que vous êtes deux mamans qui, ça teinte un peu sûrement vos réflexions et vos interventions. Et c'est quand on imagine aussi votre situation, bien, je pense que ça peut nous toucher par rapport aussi à vos recommandations. Donc, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans vos recommandations, c'est sûr que d'exiger que les personnes qui sont en situation de handicap, vous parlez qu'il faut tous les facteurs sociaux qui peuvent être à l'origine de la souffrance, chercher les moyens de les atténuer, travailler en amont. Advenant qu'on a tout fait ça, vous avez fait une autre recommandation qui dit que vous recommandez que toute demande d'aide médicale à mourir devrait faire l'objet d'une déclaration obligatoire et détaillée du professionnel de la santé, énonçant l'ensemble des facteurs dans les conditions de vie du patient qui peuvent avoir causé ou aggravé ses souffrances. Selon vous, est-ce que vous pensez que cette procédure-là additionnelle va avoir un effet dissuasif pour certaines personnes qui vont demander l'aide médicale à mourir de faire tout
le chemin, puis quel professionnel qui pourrait amener à récolter toutes ces informations-là? Je vais me permettre de Oui, répondre, Annick. vas-y, Stéphanie. Alors, en fait, ce qui était à notre esprit à ce moment-là, c'était donc que ce soit donc l'équipe, si c'est une équipe multidisciplinaire ou les médecins là, qui étudient la demande. Donc, ce sont eux là, qui seraient chargés de faire cette déclaration. Cette recommandation-là découlait en fait du fait qu'il y a peu présentement de données de contrôle qui est fait sur les demandes d'aide médicale à mourir, donc qu'on ait un portrait plus juste sur ce qui a amené les individus à demander et évidemment pour éventuellement là, pouvoir corriger le tir s'il y a lieu. Mais ce qui était envisagé, c'était vraiment que ce soit l'équipe soignante qui soit, l'équipe en fait chargée d'évaluer la demande, qui soit chargée de faire ce travail. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que ça prend un certain nombre d'offres de services qui doivent être données ou, tu sais, il faut envisager toutes les opportunités avant que la personne puisse faire? Y a-t-il un nombre je dirais pas d'étapes, mais de services ou de soins que la personne doit avoir au moins essayé ou tenté ou pour être en mesure après de dire, ben oui, éventuellement, elle aurait droit à l'aide médicale à mourir, si elle est apte d'ailleurs, là. Ben, moi, je pense que c'est difficile d'arriver avec quelque chose de très, comment je pourrais dire, dans des cases, là, hein, on est des humains. Je pense que si la personne, on a eu des illustrations de cas où les gens ne veulent pas aller vivre, notamment dans des CHSLD quand ils sont jeunes ou ça ne répond pas à leurs demandes ou à leurs souhaits de vie. Est-ce que ça prend XY nombre de fois? Moi, je trouve que ça ne se qualifie pas nécessairement de cette manière-là. C'est vraiment de soutenir la personne, sa famille, pour s'assurer justement qu'il ne se développe pas. Mais on est en prévention d'incendie, là. Hein? C'est du long terme. Hein? On a tendance dans le réseau à y aller en éteignant des feux. On attend que ça saigne et puis on éteint les feux. Et puis là, nous, ce qu'on amène, c'est plus on est dans la prévention. Et puis ça prend du temps, puis ça demande un investissement, puis le résultat, on n'en a pas nécessairement la certitude, mais au moins la personne elle va être accompagnée et puis elle ne sera pas laissée à elle-même, puis les familles ne seront pas laissées à elles-mêmes. Oui. J'aurais envie d'ajouter, vous avez sûrement entendu différents témoignages, mais il y en a eu dans d'autres commissions aussi de personnes qui, M. Truchon lui-même, en fait, qui avait mentionné que le fait donc, il avait demandé, il aurait eu besoin de davantage de services, il n'a pas pu avoir accès à ces services-là, ce qui a pu, dans son cas, l'inciter à présenter sa demande d'aide médicale à mourir. Donc, c'est des choses qui doivent être documentées. Autrement dit, la personne aurait besoin, pour bien vivre, aurait eu besoin, par exemple, de tant d'heures d'aide à domicile, mais on n'a pas pu rendre ce nombre d'heures disponible. Assurément, ça doit être documenté. Puis pour nous, c'est une problématique, justement, que parce qu'on ne puisse pas rendre disponible le nombre d'heures que la personne aurait besoin, bien, qu'on lui propose comme alternative l'aide médicale à mourir. Là. Donc, Merci beaucoup, mesdames. Merci, Madame la députée. Donc, je céderai la parole à la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, mesdames. Un plaisir de vous revoir. Question d'emblée pour moi. Je suis curieuse de savoir, pour la rédaction de votre mémoire ainsi que votre position, avez-vous consulté des membres peut-être de votre association qui souffrent de la déficience intellectuelle? Est-ce qu'ils ont contribué à cette réflexion?
On a eu moins de temps cette fois-ci. Je suis honnête avec vous. On a travaillé, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cet enjeu-là. On a travaillé également avec notre association canadienne, Inclusion Canada. Donc, c'est un travail qui est fait de longue haleine. Hein. On a été justement, on avait présenté un mémoire à la commission Mourir dans la dignité. On a toujours suivi ce dossier-là. Et effectivement, on a des rencontres régulières avec le mouvement Personnes d'abord, avec l'Office des personnes handicapées et la COFAN notamment. Ce sont des partenaires avec qui on travaille, puis on a échangé ensemble plusieurs éléments, plusieurs points là, qui nous apparaissaient importants. Donc, on ne sort pas d'une boîte à chapeau, là. Oh non, c'est juste une question de savoir parce qu'on a eu autres organismes qui sont venus témoigner ici en commission qu'évidemment, eux, ils ont consulté vraiment les personnes concernées, hein, et non seulement les personnes qui leur représentent. Alors, c'est intéressant aussi d'avoir ce point de vue. Je vous ramène à vos recommandations 7 et 8. Alors, le 7, c'est d'exiger les discussions sur l'aide médicale à mourir, qui soient uniquement amorcées par le patient et jamais par le professionnel de la santé, ainsi que la recommandation 8, s'entretenir avec la famille immédiate lors de l'évaluation d'une demande d'aide médicale à mourir. Et là, je suis une alliée, hein, je vous dis ça juste parce que ça sort de mon esprit. Il y a quelque chose pour moi que je comprends pas entre les deux parce qu'il me semble qu'il y a une incompatibilité parce qu'on dit que dans la recommandation numéro 7, on fait ceci pour protéger les personnes vulnérables parce qu'on cherche l'équilibre entre le droit individuel, mais on veut éviter que ces personnes qui peuvent être en situation de vulnérabilité soient susceptibles, ils sont facilement influençables. Alors, on veut les protéger dans la recommandation numéro 7. Mais dans celui de numéro 8, n'est-ce pas, comme membre de famille, comme proche aidant, on ne va pas faire la même chose à l'inverse? Il n'y a pas quelque chose comme une contradiction entre les deux? Oui. En fait, cette recommandation, elle a été mise avec dans l'esprit plutôt justement qu'en ayant, il y a deux volets. Donc, d'une part, en s'entretenant, prenant le temps de s'entretenir avec la famille immédiate, parfois, justement, quand on a soulevé le point qu'une personne ayant une déficience intellectuelle pourrait se percevoir, par exemple, comme étant un fardeau pour un proche, puis que parce qu'elle se perçoit comme étant un fardeau, elle prend cette décision. Donc, en ayant des discussions qui incluent la famille, ça pourrait faire en sorte donc qu'on démystifie là, cet aspect-là, qu'on s'assure que cet aspect-là n'est pas là. Et l'autre aspect, puis qui est toujours dans un esprit de protection, c'est si, par exemple, membre de la famille immédiate, on part toujours bien sûr du principe que la famille est bienveillante, mais ça peut arriver malgré tout là, que dans certaines situations, elle le soit moins. Donc, donc en incluant la famille ou en prenant à tout le moins le temps d'avoir des entretiens avec eux, on peut voir est-ce qu'il pourrait y avoir eu des éléments là, quelconques qui auraient fait en sorte que ça aurait teinté la décision de la personne ayant une déficience intellectuelle. Donc, ça a vraiment, ça a été, même s'ils peuvent paraître contradictoires, ils ont été mis toutes les deux là dans un esprit de protection de la personne ayant une déficience intellectuelle. Ouais. Ma lecture de ça, c'était, je comprends tout à fait, puis c'est légitime, mais ma lecture de ça, c'était un peu à l'inverse. Si on parle de respecter l'autonomie de la personne en question, puis on juge la souffrance et non la diagnostic, la famille peut avoir quand même une influence indue sur la personne en question en disant non. Puis écoute, je tombe dans cette catégorie, vous me connaissez très bien, vous deux, c'est à être dans la position où mes enfants viennent me voir puis ils disent, regarde, je veux souffrir et je ne veux plus souffrir. Mais c'est clair, je vais faire mon point. Non, je t'aime. Mais évidemment, je veux exiger une influence. Alors, c'était juste ça, je disais un peu un avocat de diable, que quelque part, pour moi, c'était comme, il est où la ligne que nous devons respecter en ce qui concerne l'autodétermination de la personne concernée, leur souffrance, ainsi que les personnes autour qui devraient l'aider à prendre une décision qui est libre, qui est claire, pour une personne qui est apte à
comprendre. Qui m'amène à une autre Absolument. question pour vous. Ben, allez-y, mais j'ai une autre question. Ben, je veux juste clarifier très brièvement, dire que ça n'a pas quand on fait la recommandation de s'entretenir avec la famille immédiate, ce n'est pas dans l'esprit que la famille immédiate a un pouvoir décisionnel quelconque, pas du tout. C'est tout simplement pour aller donc en quelque sorte enquêter, entre guillemets, où on regarde un peu quels sont les facteurs contributifs de la demande. Et puis la famille peut en faire partie ou quoi que ce soit, mais pas du tout dans l'esprit qu'ils viennent donner leur point de vue puis nécessairement qu'on en tienne compte. C'était vraiment d'avoir une image complète. Hein, de pas juste, puis de vraiment de voir, puis dans l'évaluation, dans le fond, complète. C'était plus dans cette perspective-là, et non pas de dire que c'est la famille qui va prendre la décision. Au contraire, on est totalement à l'autre spectre. Ouais. C'est une belle porte d'entrée pour ma dernière question pour vous, puis c'est le rôle de mandataire. Puis je vous ai entendu qu'on ne devrait avoir aucune substitution à ce qui concerne le choix, puis la décision pour la personne concernée. Mais le rôle du curateur, on a beaucoup jasé de ça. Vous avez participé dans le projet de loi, la réforme du curateur, le projet de loi 18. Parce qu'avec la réforme, et avec le rôle que nous occupons, si nous sommes mandataires de la personne responsable, mais la responsabilité a quand même évolué lors de l'adoption du projet de loi. Comment voyez-vous le rôle d'abord de ces personnes qui doivent accompagner les personnes qui souffrent peut-être d'une déficience intellectuelle, mais aussi de respecter la charte, leur droit individuel de faire un choix? Est-ce qu'il y a aussi une ligne que nous devons respecter à l'intérieur de ceci? Parce qu'il y a quand même un accompagnement qui est nécessaire souvent pour les personnes qui souffrent d'une déficience intellectuelle, qui ne sont pas nécessairement totalement indépendants. On a besoin d'avoir un accompagnement, mais peut-être pas pour tout. Alors, c'est modulé maintenant. Alors, comment voyez-vous le rôle de procédant ou de mandataire en ce qui concerne peut-être la loi, puis un accompagnement en ce qui concerne l'aide médicale à mourir? Ben moi, mon sens, c'est un peu ce qu'on avait dit, on a dit dans notre mémoire, c'est que en aucun temps, la personne qui est mandataire, elle soutient la personne, sauf que pour cet acte-là, qui est quand même l'acte final, il n'y a pas de revenez-y, hein? Et pour moi, en tout cas, ne doit pas être substitué parce que ça ouvre une porte vraiment grande et une pente extrêmement glissante. Puis, à notre avis, on ne devrait pas se rendre là. J'apporterai la précision parce que je ne sais pas si votre question allait aussi dans ce sens, mais bon, évidemment, on peut avoir une personne qui est effectivement jugée inapte à prendre certaines décisions, qui a un mandataire, mais qui pourrait par ailleurs être jugée apte à formuler une demande d'aide médicale à mourir selon l'évaluation qu'en aura faite le médecin. Donc, c'est toujours au cas par cas, peu importe si la personne a un régime de protection qui lui est imputable. Donc, bien sûr que si la personne, donc on maintient notre ligne, que si elle n'est pas jugée apte, à ce moment-là, qu'il ne doit pas y avoir de demande d'aide médicale à mourir qui soit faite de manière substitutive. Mais si elle est jugée apte, bien, le rôle du mandataire, à mon sens, devrait être le plus effacé possible parce qu'à ce moment-là, c'est de dire on a reconnu que cette personne-là comprend complètement l'étendue de ce qu'elle fait. Il y aura un médecin et dans ce cas-ci, nous, notre recommandation, c'est qu'il y a quelqu'un, à tout le moins dans l'équipe, qui a des connaissances sur la déficience intellectuelle qui se prononce. Puis là, si effectivement, oui, on juge qu'elle est apte, mais le rôle du mandataire devrait être à ce moment-là au même titre qu'une autre personne, donc le plus effacé possible parce qu'il ne doit pas exercer de pression d'influence. Vous avez aussi mentionné lors de votre témoignage que l'évaluation de l'aptitude en ce qui concerne l'aide médicale à mourir devrait se faire valider par le tribunal. Si, mettons, ce n'était pas l'angle qui serait abordé ou ça ne fait pas partie des recommandations de la commission ici, avez-vous autre recommandation ou autre balise que vous jugerez égale ou proche à ceci pour rejoindre ce que vous aimeriez faire, puis c'est de protéger les personnes vulnérables?
Ben, je dirais ce qui avait été, je crois, aussi mentionné dans votre document de consultation. À ce moment-là, si ce n'est pas un tribunal, ça pourrait être toujours un comité indépendant ou une structure indépendante qui est chargée de revoir le dossier dans son ensemble, puis d'y porter un regard. Bien sûr, je pense quand même que c'est intéressant d'avoir une équipe multidisciplinaire comme qui a été mentionné, mais en gardant toujours à l'esprit que la déficience intellectuelle peut nécessiter particulière. Donc, j'ai vu entre autres aux Pays-Bas ou tout ça, il y a certains médecins qui ont des formations qui peuvent être en tout cas sollicités pour une expertise. Donc, ça pourrait toujours être intéressant de regarder à ce qu'il y a des personnes qui puissent assumer ce rôle quand on est face à un cas d'un patient qui a une déficience intellectuelle, puis que ces personnes-là puissent siéger sur ces comités parce que bien que ce soit intéressant, par exemple, d'avoir quelqu'un avec bon, vous avez mentionné conseiller en éthique et tout ça. Bien sûr, c'est très intéressant, mais ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne-là a des connaissances sur les particularités de la déficience intellectuelle, puis sur ce qu'il y a. Donc, s'assurer qu'à ce moment-là, qu'il y ait vraiment quelqu'un qui siège, puis qui soit là pour démystifier tout ça, là, si c'est nécessaire. Cette recommandation est très intéressante. Je pense que vous êtes la première personne à évoquer que nous devons consulter aussi les personnes concernées en ce qui concerne la déficience intellectuelle pour faire partie du comité. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vois que mon temps a été couvert. Merci, Madame la députée. Je céderai maintenant la parole au député de Rosemont. Oui, Madame la Présidente, la députée Joliette avait déjà fait les 3/4 de la piste. Si elle veut continuer, plutôt que je prenne le relais puis je reparte à zéro, je lui donne mon temps avec plaisir. Et n'y voyez pas un désintérêt de ma part, mesdames, c'est que la députée Joliette était bien partie. Merci, Madame la députée de Joliette. Que d'égard et de générosité. Merci beaucoup, Monsieur le député de Rosemont. Donc, écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été couvertes. Je veux juste revenir là, avec ma question finale pour poursuivre où on en était sur la question de la distinction entre la personne qui a une déficience mais qui aurait une maladie autre versus la personne qui demanderait l'aide médicale à mourir à cause de sa déficience. Donc, je comprends que vous vivez bien avec la situation actuelle, toute chose pouvant toujours s'améliorer, à savoir qu'en ce moment, c'était une demande liée à une maladie grave et incurable autre. Et évidemment, la personne devait être en fin de vie. Mais ça, pour vous, c'est correct, c'est acceptable que si elle est jugée apte et capable de donner un consentement libre et éclairé, elle puisse obtenir l'aide médicale à mourir pour une maladie physique autre. Votre inquiétude, c'est qu'en fait, on associe un peu la question de la déficience intellectuelle à une maladie ou à un trouble mental et qui pourrait en soi donner ouverture. Et là, vous nous dites que pour vous, et là, c'est ça que je veux clarifier, c'est une fin de non-recevoir en toutes circonstances. Parce oui, que surtout. Dit tantôt, s'il y avait la fin de vie, mais pour être en fin de vie, c'est pas la déficience en soi qui va nous amener à être en fin de vie. Ça va être une maladie autre, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Et puis, il y avait toute la notion de souffrance psychologique qui était préoccupante parce que le handicap peut très bien emmener cet état-là, surtout dans les conditions qu'on a expliquées un peu plus tôt. C'est cet élément-là qui nous apparaît important. Oui. Mais je me permets juste d'apporter une nuance en disant qu'effectivement, est-ce qu'on vit bien avec ça, avec les paramètres actuels de la loi? Oui et non, dans le sens que de notre point de vue, il faudrait qu'il y ait davantage, malgré tout, de balises, entre autres, par rapport à cette difficulté-là qu'on a dit de déterminer est-ce que la personne est-ce qu'on a bien déterminé son aptitude à formuler une demande d'aide médicale à mourir. Je veux dire, c'est un enjeu même actuellement là, de savoir est-ce qu'on a bien fait l'évaluation, est-ce que donc je pense que les autres recommandations qu'on fait entourant pour sécuriser un peu cette démarche-là sont toujours d'actualité. Puis, si je peux me permettre aussi de vous citer un exemple, aux Pays-Bas, on l'a mentionné, non, je ne crois pas, désolée, je ne l'ai pas inséré dans notre mémoire, mais c'était l'exemple
donc d'une femme qui avait une déficience intellectuelle et la raison pour laquelle elle a formulé une demande d'aide médicale à mourir, c'est parce qu'elle avait développé un acouphène. Et que pour elle, puis le médecin a conclu en fait dans son rapport que c'était la déficience intellectuelle qui avait biaisé un peu sa perception. Donc pour elle, quand elle a su que son acouphène qui était incurable, puis que ça allait toute sa vie, elle allait vivre avec ça, mais pour elle c'était des souffrances intolérables. Mais évidemment, ça a été biaisé par, comme quand on disait des fois que la déficience intellectuelle peut biaiser la projection dans l'avenir et tout ça. Et dans ce cas-ci, on lui a consenti là, de recevoir l'aide médicale à mourir. Mais pourtant, c'est ça, c'est la condition médicale qui est invoquée, c'était quelque chose qui était qui pourrait en tout cas être somme toute qualifié de bénin là, pour la majorité d'entre nous, mais la déficience intellectuelle était venue biaiser son jugement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on navigue en eau trouble malgré tout, puis la ligne n'est pas aussi tranchée de dire que, oui, même si on n'est pas en fin de vie, mais qu'on a une condition autre, on est tout à fait en accord. Je pense qu'il faut faire attention, puis il faut quand même considérer que justement, la déficience intellectuelle puis tout est dans la façon dont on va évaluer justement est-ce que la personne est bel et bien apte à comprendre que ce qu'elle s'apprête à faire est définitif, qu'elle le prend dans ce cas-ci pour une condition médicale qui est plus bénigne, puis tout ça. Merci. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions. Merci, Madame Larose et Maître Cloutier, de votre présence avec nous aujourd'hui. C'était très, très formateur et très enrichissant. Donc, compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à demain, jeudi le 12 août à 9h30, où nous poursuivrons notre mandat. Merci tout le monde et bonne fin d'après-midi.